Bien, bienvenue. Donc ça va faire plaisir de parler en français. C'est plus facile quand même, hein, pour rien vous cacher. D'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, puisque j'ai opéré mon premier patient il y a plus de 10 ans maintenant, 12 ans, et que j'en ai opéré à peine une vingtaine, c'est vous dire l'agressivité que j'ai par rapport à ces malades. Et ce recul, ça fait partie des choses que je souhaiterais vous faire passer. Ce sont des patients passionnants, mais qu'il ne faut pas agresser trop vite quand même. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur cette maladie? On sait que c'est la troisième fenêtre, cette fameuse troisième fenêtre, qui est en cause. La troisième fenêtre peut être en lien avec la dure mère, c'est-à-dire que ce canal semi-circulaire est ouvert sous la dure mère de la fosse moyenne. Ça peut être en lien avec le sinus pétreux supérieur, cette grosse veine qui circule juste à côté de la crête pétreuse, et donc le canal peut être ouvert dans la veine. Il peut être ouvert, on a vu un caressant dans l'artère carotide interne, et j'ai aussi vu un caressant d'ouverture du canal supérieur, et notamment au niveau de la cruce commune, dans le bulbe jugulaire. Donc il peut y avoir des troisièmes fenêtres qui sont placées à plusieurs endroits de la maison, quelquefois sous la toiture, c'est le plus souvent le cas, et quelquefois les étages inférieurs. Donc le plus fréquent quand même, c'est la fenêtre durmérienne. Alors ce qu'on sait, bien sûr, c'est que c'est une maladie qui peut donner des symptômes cochléaires, donc on axe sur la surdité, ou des symptômes vestibulaires, et là, ce sont des patients vertigineux. On sait aussi que le scanner n'est pas l'arme absolue, et que ce n'est pas lui qui va guider l'acte chirurgical, à part sur le plan de la géographie et de la carte routière qu'il faut utiliser pour opérer les patients, que le Cone-Beam est capable de faire mieux. Et le message important, c'est que ces patients ne peuvent pas faire l'objet d'un quelconque acte chirurgical, voire même d'un quelconque diagnostic, sans une approche électrophysiologique complète. Il faut savoir qu'actuellement, on se pose la question des fameux Nearly Decent Syndromes, c'est-à-dire des patients qui ont des symptomatologies évocatrices d'un syndrome du Minor et qui n'ont pas une découverture complète du canal. Et j'en ai rencontré un cas, mais je pense que ce n'est pas si fréquent. Il ne faut pas, derrière ces canaux pseudo-déhiscents, il ne faut pas non plus traduire cela en acte chirurgical. Alors, ce que nous ignorons, c'est beaucoup plus. C'est quelle est l'évolution naturelle de la maladie. C'est-à-dire, est-ce que finalement, ce n'est pas des malades qui peuvent guérir tout seuls? Qui peut répondre aujourd'hui? Pourquoi y a-t-il une telle diversité d'expressions cliniques alors que la déhiscence est la même? À la même déhiscence, on peut répondre par une surdité, par des vertiges ou par les deux. Qui faut-il opérer? Comment faut-il opérer? On va évoquer tout ça. Quels sont les risques de cette chirurgie pour le patient? Quelle est la durabilité du soulagement fonctionnel? Quel est le prix vestibulaire et cochléaire? Et est-ce qu'il n'y a pas vraiment d'autres solutions que l'acte chirurgical invasif qui ampute la fonction du canal semi-circulaire supérieur? Alors, deux masques cliniques que l'on peut rencontrer qui sont différents. Il peut y avoir bien sûr un mix. C'est le patient qui vient vous voir parce qu'il n'entend pas bien, parce qu'il est autophonique et hyperacousique, mais qui ne se plaint pas tellement de symptômes vestibulaires. Et à l'inverse, vous avez le patient qui vient vous voir parce qu'il est instable, parce que chaque fois qu'il soulève des poids, il a des vertiges, parce qu'il a des oscillopsies, mais l'audiogramme est normal. Et ça, avec la même déhiscence. C'est quand même très troublant. Alors, cette troisième fenêtre, elle explique les mouvements oculaires sont forts qu'il faut systématiquement rechercher, le nystagmus vibratoire, les potentiels évoqués autolytiques ou vestibulaires myogéniques, comme vous voulez, anormaux, et la surdité de transmission. Voilà la structure normale. Le son rentre par l'étrier, suit la partition cochléaire, et la vibration sort par la fenêtre ronde, et le jeu des fenêtres fait le reste. Mais aucune raison que le son s'égare dans le canal supérieur. En revanche, s'il est ouvert, le son va pour partie s'égarer dans le canal supérieur, tout en faisant vibrer l'ampoule du canal supérieur. Il s'ensuit donc à la vibration, à l'effort,
des mouvements oculaires induits. Bien. Et en même temps, une perte de charge dans la fonction cochléaire, dans la partition cochléaire, qui explique la surdité de transmission d'oreille interne que l'on observe. Alors, pourquoi est-ce qu'on est déhiscent? Eh bien, on ne le sait pas. On est juste dans des suppositions. Il est probable qu'il y ait une prédisposition congénitale au niveau de la capsule otique. Il est possible qu'il y ait un métabolisme anormal du labyrinthe membraneux. C'est une des hypothèses qui a été émise. Ça peut être aussi tout simplement ce qui nous guette tous, l'érosion avec le temps. Nous nous usons et on s'use le rocher avec le cerveau et sa pulsation. C'est pour ça que les choses s'aggravent avec le temps et que cette maladie apparaît plutôt dans la deuxième moitié de la vie que chez l'enfant, par exemple. Le canal, donc on l'a dit, peut être ouvert sous la durmère, le sinus pétreux supérieur, ouvert ou pas ouvert dans les formes nearly dehiscent. Et dans mon expérience, chez un patient sur 4, on va voir un événement déclenchant qui va ouvrir la scène clinique. Un patient qui se cogne sur une poutre, qui a un accident de voiture, bien, il était déhiscent, mais jusqu'à présent, la petite coquille d'œuf qu'il avait sur le toit du canal supérieur était encore continente. Et tout à coup, elle va s'effondrer comme une toiture mitée, et brutalement, le patient va rentrer dans la symptomatologie clinique. Alors, voyons ces patients. Comment arrivent-ils à nous avec des signes audiologiques qu'il faut rechercher tous? L'hyperacousie, elle est extrêmement pénible pour le patient. Moi, j'en ai encore vu une jeune patiente parce qu'elle a 40 ans, pour moi c'est jeune, donc une jeune patiente venir me voir parce qu'elle était très gênée dans les environnements bruyants et même sa propre voix, elle ne la supportait pas. Et ça, vous le trouverez souvent chez les patients. Ce sont des patients qui parlent tout doucement parce que quand ils parlent fort, ils se gênent eux-mêmes du fait de l'hyperacousie. Pourquoi? Parce que ça rajoute à ça l'autophonie, qui est le deuxième grand symptôme otologique, qui n'a rien à voir avec l'autophonie de la béance tubaire, parce que qui est soulagée par la position couchée, et il n'y a pas de perception de la respiration comme dans la béance tubaire. Les acouphènes pulsatiles, c'est souvent un symptôme que le patient ne vous amène pas, mais qu'il faut aller chercher. Et puis, folkloriquement, je peux dire, les perceptions anormales des bruits intérieurs. Et quand vous dites au patient en consultation, est-ce que vous entendez vos yeux bouger? Il faut avoir préparé le terrain parce qu'il pense que vous avez tout à coup perdu la tête. Mais non, c'est vrai, les patients entendent leurs yeux bouger, ils s'entendent marcher dans la tête ou ils s'entendent mastiquer. Alors les symptômes vestibulaires sont classiques, attendus, le phénomène de Tullio, c'est-à-dire l'apparition d'un mouvement oculaire au son fort, des vertiges à l'effort, à l'exercice, à l'insufflation de l'oreille moyenne, au Valsalva. Tout ça, ça fait un peu fistule périlymphatique. Hein, vous êtes d'accord avec moi? On peut avoir des instabilités chroniques, et là c'est plus compliqué, des oscillopsies, un état nauséeux chronique, parce que aggravé par le bruit. Ce n'est pas toujours aussi simple. Hein. Et puis, ce qui est très important chez ces patients, c'est la VNS, mettre ces patients sous VNS, et puis rechercher un signe de la fistule en appuyant dans le conduit auditif ou sous tympanométrie. Vous allez voir apparaître, non pas un nystagmus, car il faut bien être clair sur la chose, mais un mouvement oculaire. Vous allez avoir l'œil, quand vous appuyez dans l'oreille, l'œil qui monte et qui tourne. Mais bon, ce ne sont pas des... ce ne sont pas des choses extrêmement criantes. Hein. Il ne faut pas s'attendre à des choses très spectaculaires. Mais c'est clair quand même. Hein. Et voilà. Et si vous soumettez le patient à un bruit fort, syncopé, comme ça, vous allez aussi déclencher des secousses oculaires supérieures. Alors, le bilan autoneurologique, il doit être complet. Et attention à cet audiogramme qui fait que certains patients qui se présentent avec cet audiogramme qui fait autospongiose ont pu se retrouver, avant que Minor ait décrit ça, ont pu se retrouver avec un piston d'autospongiose qui, bien entendu, n'améliorait pas le patient. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment un rhine sur les graves, mais vous remarquerez une chose très importante que vous ne verrez pas si vous ne le cherchez pas, c'est la position de la voie osseuse sur les graves qui est trop bonne. En fait, la vibration osseuse par le vibrateur de la voie osseuse rentre dans
le crâne rentre dans l'oreille interne par 3 entrées au lieu de 2. Donc vous augmentez les possibilités que vous donnez aux vibrations d'exciter l'oreille interne et la membrane basilaire. Et c'est particulièrement vrai dans les fréquences graves. Je vous ferai grâce des tests, des analyses qui ont été faites chez l'animal et qui démontrent cela de façon tout à fait objective. Donc, attention, ça n'est pas une autospongieuse, ce d'autant qu'il y a des réflexes stapédiens. Et ce qui est très frappant, c'est que quand vous recherchez les réflexes stapédiens, les patients n'aiment pas ça du tout. Parce que quand vous montez à 100 décibels ou à 90 décibels, ça leur provoque une hyperacousie et un inconfort important. Vous allez faire une VNG avec des tests caloriques et un test vibratoire qui va vous montrer des nystagmus verticaux, à composante verticale, et vous allez faire des potentiels évoqués autolytiques par-dessus tout. Voilà, le test vibratoire qui, dans ses composantes verticales, va vous montrer clairement le nystagmus. On peut retrouver ça quasiment chez tous les patients, donc le test vibratoire est très précieux. Et l'examen clé, c'est le potentiel évoqué autolytique musculaire avec tone burst, qui est sûrement, je dirais, qui est faisable avec tout appareil de potentiel évoqué auditif, donc ce n'est pas très compliqué à mettre en œuvre, et c'est extrêmement sensible. Et il faut rechercher cette anomalie, bien sûr, d'amplitude, mais qui doit être corrélée à un seuil de déclenchement abaissé au-dessous de 90 décibels. Il faut que ce soit au moins 80, voire 75 décibels. Vous voyez ici, chez ce patient, on a une réponse à 70 décibels. Donc c'est très important. Et on voit en post-opératoire que ces choses-là se calment et que les PO se normalisent. Des potentiels oculaires plus compliqués de recherche, bien entendu, moins développés dans les centres autoneurologiques, seraient, je dis bien seraient plus sensibles, mais il y a une dernière publication de l'équipe de Carré qui montre que ça n'est pas si évident que cela, et les potentiels musculaires, qui ne sont pas forcément faciles à faire d'ailleurs chez les sujets âgés, restent extrêmement précieux. Voilà par exemple une patiente que j'ai opérée des deux côtés, donc c'est en préopératoire, on avait à 90 décibels des PO extrêmement importants, on n'avait pas descendu les seuils plus bas. On l'opère du premier côté droit, on voit que les choses se normalisent, et quand vous comparez à l'autre côté, et quand on opère l'oreille gauche, ensuite les deux oreilles, les seuils et les amplitudes reviennent à des niveaux normaux. L'électrocochléogramme, si on est en disposition pour le faire, montre qu'il y a un rapport potentiel d'action sur potentiel de sommation sur potentiel d'action très élevé, là 1,40 par exemple, c'est une sortie d'une publication récente de Ward. Et l'intérêt de l'écho-G, c'est de le faire pendant la chirurgie, parce qu'on voit, comme dans ce schéma, qu'on voit petit à petit le potentiel, le rapport SPAP se normaliser pour revenir à 0,30 à la fin de l'intervention. Donc on agit bien sur quelque chose, on est bien efficace et en même temps on n'est pas traumatique. Donc critères de diagnostic, mouvement oculaire au son fort sous VNG, un scanner anormal et des PO anormaux. Voilà ce qui est utile pour étayer sa confiance dans le diagnostic. Bien sûr, le scanner est important. Il faut savoir le recouper si le radiologue ne l'a pas fait, mais maintenant les radiologues sont informés. Il faut que ce soit coupé dans le plan de Poschel pour pouvoir dérouler le canal supérieur dans son plan anatomique. Le futur, c'est probablement le développement du cone beam qui est plus précis. Mais est-il nécessaire d'être plus précis dans la mesure où on croit au Nearly Dehiscence Syndrome? Je ne sais pas. Mais moi, je pense que tant qu'on n'a pas une déhiscence extrêmement importante de plus de 3 mm, et ça, c'est vraiment que le cone beam qui soit en qualité pour le faire, il n'est peut-être pas nécessaire d'agresser ces malades. Donc il y a des faux positifs, et nous l'avons montré en travaillant sur notre banque de rochers. On voyait par exemple sur ce rocher mis au scanner une déhiscence ici, une déhiscence là, et quand on regarde ensuite le scanner dans la vraie vie, eh bien, il n'y en a pas. Donc c'est ça les imperfections. Encore une déhiscence qui semble évidente sur ce rocher, et quand vous regardez le rocher dans la vraie vie, il est normal. Donc attention au scanner, il n'est pas si puissant que cela. Donc voilà les deux situations qui vont appeler deux traitements différents, la déhiscence sous-durmérienne et la déhiscence dans le sinus pétreux supérieur.
après l'intervention, quand on aborde la fosse moyenne, eh bien, on retrouve au scanner le packing de poudre d'os qui protège le rocher et en même temps qui ferme la brèche ostéoménagée qu'il peut y avoir fréquemment au niveau du toit de l'attique. Alors, voilà à quoi ça ressemble. Donc, c'est une oreille droite et on voit quand on décolle la ménage, on ne met pas d'écarteur pour ne pas être traumatique. On voit apparaître la déhiscence ici, clairement, vous voyez, avec le sang qui colle à l'endoste. Et alors là, il y a deux solutions. La première solution, c'est de boucher, comme vous allez le voir, ce canal. Alors, il ne faut absolument pas aspirer, bien entendu, mais ça, je pense que vous serez venu à l'idée. On peut le boucher avec de la cire d'Orsley. Donc, c'est un aveuglement du canal par la cire d'Orsley, mais qui est réputé autotoxique, donc ça reste un peu théorique tout ça, et ensuite on met de la poudre d'os. Ou alors, il y a une autre solution qui consiste à mettre dans la déhiscence un fragment de fascia. Voilà. Donc on prend un bout de fascia temporal qu'on va enfoncer dans la déhiscence, toujours en évitant que ça coule. Donc il ne faut pas que ça saigne, il faut que la d'abord soit vraiment propre, parce que si vous avez à aspirer du sang, vous risquez d'aspirer l'endolymphe ou la périlymphe. Donc voilà. Donc, on bouche, et c'est quand on a bien bouché le canal qu'on va mettre le packing de poudre d'os. Alors, ce n'est pas si invasif. Voici un patient que j'ai opéré le 13 juin. Je suis désolé, je n'ai pas pu enlever le nom, donc vous ne regardez pas. Et le voilà le 11 juillet, au Cap d'Agde, monté sur une vachette. C'est le monsieur qui est sur la vachette. Donc, vous voyez que c'est un intrépide qui faisait du rallye, un pizzaiolo, et qui aimait beaucoup les sports violents. Et donc, un mois après l'ouverture de la fosse moyenne, sans me prévenir, bien sûr, il est tombé 2 fois d'une vachette. Et il va très bien. Donc, ça prouve que c'est solide. Deuxième façon de voir, c'est d'aborder ces déhiscences par la voie transmastoïdienne. Alors, c'est Parnes qui nous a montré ça il y a 10 ans. Donc, pourquoi ? Tout simplement parce que beaucoup d'équipes ORL dans le monde n'ont pas l'habilitation à ouvrir les fosses moyennes. Donc, ce qui paraissait évident à l'équipe de Minor, comme ça paraissait évident à notre équipe, parce qu'on a cette philosophie de l'abord de la fosse moyenne, n'était pas évident, notamment dans le monde anglo-saxon, côté anglais, côté UK. Et si vous voulez, ils ont plutôt eu pour idée d'aller bloquer le canal postérieur, l'aveugler, mais par la voie transmastoïdienne. Donc, ce n'est pas si simple. Parce que quand le canal est déhissant, la méninge tombe sur le canal et donc vous êtes très très mal placé pour le faire. Mais c'est sûr que ça n'est pas la même intervention. Alors ça peut être compliqué encore plus par un petit bout de cartilage qu'on va passer par une fenêtre qui va venir caper, c'est-à-dire recouvrir comme une casquette le canal supérieur. Donc il m'arrive, dans certaines circonstances, de faire la voie transmastoïdienne. Ici, donc, c'est une oreille gauche. Vous avez le canal latéral, le postérieur, le supérieur. Alors, on n'aspire jamais, bien sûr, juste le coton. Et voilà la boucle du canal supérieur avec ici la partie du canal qui est proche de la cruce commune. Et ici, vous apercevez la ligne bleue préampulaire. Donc, on aveugle d'abord la partie mastoïdienne et ensuite, on va aveugler la partie qui est située près de l'ampoule. Voilà, deuxième partie. Et ensuite, on met de la poudre d'os et de la cire d'Orsley pour bloquer l'ensemble. Et puis est venue, plus récemment, je dirais la minimal invasive surgery, c'est-à-dire on va plus du tout s'occuper de la troisième fenêtre, on va en supprimer une qui est naturelle. Enfin, pas la supprimer, mais en diminuer la fonction. Donc, c'est ce qu'a décrit Silverstein, et qu'il développe toujours, qui est de doubler, de renforcer la fenêtre ronde, mais en aucun cas de la bloquer. Il le dit bien dans une publication de 2014. In contrast, complete runway occlusion is not advised. Il ne faut pas la bloquer car on n'améliore pas les patients. Cette technique est très intéressante. Elle n'améliore pas tous les aspects de la maladie, elle améliore surtout l'aspect hyperacousie. C'est tellement vrai que Silverstein conseille cette technique chez les patients hyperacousiques simplex, j'allais dire,
qui n'ont pas de déhiscence. Des gens qui ont une hyperacousie suite à un traumatisme sonore, à une explosion, eh bien, ils conseillent, et avec un certain succès, dit-il, de faire cette technique de renforcement de la fenêtre ronde. Alors, quelle est notre philosophie? C'est que de réserver cette chirurgie aux patients les plus invalidés sur le plan vestibulaire. Et c'est pour ça qu'on en opère très peu. Très invalidé veut dire très invalidé. La surdité isolée ou l'acouphène pulsatile, qui pour certaines équipes suffit à aborder le canal supérieur, n'est pas, pour moi, une indication. Et je vais utiliser la fosse moyenne quand c'est une déhiscence qui est au sommet de la boucle, j'appelle ça up the hill, et les patients jeunes, chez lesquels l'ouverture de la fosse moyenne, à minima, comme on la pratique, ne pose vraiment pas de problème. Et puis, garder la voie transmastéoïdienne. Pour les déhiscences, je vais vous en montrer une qui est behind the hill, c'est-à-dire cachée derrière l'éminence arquée, ou des patients âgés, ou en cas de conflit veineux avec le sinus pétreux supérieur, on ne peut pas l'aborder par la voie supérieure. Donc voilà une déhiscence behind the hill. Donc vous voyez la méninge, il faut remonter l'éminence arquée, et en fait la déhiscence est cachée derrière, sur le dévers du canal. Et ça, c'est vrai que c'est très compliqué. Donc, vous voyez, 20 oreilles opérées, ce n'est pas beaucoup. 85 patients diagnostiqués depuis 2007, ce n'est pas géant. Une expérience publiée récemment dans les European Archives sur le résultat des abords par la fosse moyenne. On voit que les PO, voilà l'aspect des PO, en préopératoire, vous voyez un seuil qui est entre 70 et 80 et qui se normalise ensuite autour de 90, 100 chez les patients opérés en post-opératoire. Sur le plan auditif, qu'est-ce que ça donne de les opérer? On peut dire que ça peut être traumatique. Il y a un risque labyrinthique à opérer ces patients. Oui, il y a un risque labyrinthique, mais si on n'aspire pas et si on est prudent, ça se passe vraiment bien. On peut même avoir un gain en voie aérienne parce qu'on peut corriger l'urine. On a une perte en voie osseuse qui est logique, puisque la voie osseuse est trop bonne. Donc vous la remettez à son niveau normal. Donc vous avez une petite perte en voie osseuse de 2,5 décibels, c'est peu de choses sur les fréquences graves, puisque les graves, bien sûr, sont normaux. Et sur les fréquences aiguës, là où ça ne doit pas arriver, il n'y a que 0,2 de perte en voie osseuse, c'est-à-dire quasiment rien. Et vous voyez l'amélioration du RIN préopératoire lié à la surdité de transmission d'oreille interne, qui est de 9 décibels, ce qui est quand même assez notable. Et sur les symptômes, c'est bien beau de montrer des jolies choses comme ça, mais il faut savoir que les patients qui ont été opérés par ces techniques plutôt invasives quand même voient leur qualité de vie considérablement changer, avec une disparition du phénomène de Tullio et de l'autophonie dans tous les cas. Donc ça, c'est très important. Ils ont des PO normalisés ou absents. Ils sont absents si on a été un peu trop traumatique, ça veut dire qu'on a un peu trop secoué l'oreille interne. Et dans 15 cas sur 16, on a un retour à la vie normale de 15 cas sur 17. La persistance d'un certain degré de déséquilibre dans 2 cas, c'est des cas opérés bilatéraux. Je crois que c'est au début de notre expérience, on était peut-être encore la fleur au fusil, mais en vieillissant, on devient plus sage. Je pense que le mineur opéré des 2 côtés perd des capteurs, est souvent invalidé, mais un de ces 2 patients s'est bilatéralisé secondairement, donc c'était un peu imprévisible. Donc il faut savoir que ces patients seront très dépendants de la rééducation et que leur qualité de vie ne sera pas forcément améliorée, donc attention aux formes bilatérales. On peut avoir comme ça en post-opératoire une chute de la voie osseuse, donc on voit qu'on a été traumatique, même si on est raisonnable. Mais après une semaine de traitement corticoïde et vasculoprotecteur, on voit que la situation se corrige. Donc, dans mon expérience, je n'ai abîmé aucune cochlée et j'essaie de faire en sorte que ce soit le cas. On voit que dans les publications de Ward, il y avait aussi à peu près les mêmes choses. Et il signalait aussi dans sa publication qu'il y avait un certain nombre de patients qui avaient une baisse, une labyrinthisation post-opératoire. Donc ça, il arrive qu'il y ait des labyrinthisations, mais ça se corrige, il faut juste savoir être un peu patient. Voilà un patient tel qu'il était en 2006, voilà, une déhiscence purement à droite, corrigée, et paf, tout à coup, il se met à être pathologique de l'autre côté en 2013. Donc vous voyez comment la situation peut se produire. Alors, au final, quel algorithme
donné, c'est celui de la publication. Patient qui a des symptômes évocateurs, essentiellement vestibulaires pour moi, qui est investigué correctement avec des VUMP, un scanner, un audiogramme, des réflexes tapédiens, attention à eux, toujours les faire. Et s'il a les VUMP et le scanner positif, s'il n'a pas de symptômes vestibulaires invalidants au sens propre, on attend, on lui dit, écoutez, je suis à votre disposition, on verra plus tard. Si en revanche, la vie est impossible, qu'il y a des difficultés familiales, des difficultés professionnelles à se déplacer. Je me souviens d'un patient que j'ai opéré qui possédait une grande surface de bricolage et qui ne pouvait rentrer dans sa grande... Il restait dans son bureau et il ne rentrait dans la grande surface de bricolage avec la sonorisation et tout. Il ne pouvait y aller qu'en marchant à quatre pattes. Il n'avait aucun équilibre dès qu'il y avait du bruit autour de lui. Donc quand on arrive à ce type d'invalidité, alors oui, la chirurgie est logique, et en fonction du type de déhiscence, où elle est située, si elle est durale ou si elle est veineuse, si le patient est âgé ou ne l'est pas, on va choisir entre la fosse moyenne, qui est la solution idéale. Quand vous avez une fuite sur le toit, c'est plutôt par le toit que vous changez la tuile que par le grenier, ou alors vous l'apportez par voie transmastoïdienne, mais bon, vous allez fraiser le canal supérieur, et le fraisage et l'ouverture du canal en préampulaire n'est quand même pas sans danger. Plus vous vous rapprochez de l'ampoule, et plus vous vous rapprochez du vestibule, et plus le risque d'être toxique pour l'oreille interne est élevé. Voilà ce que je voulais vous dire sur un sujet qui me passionne, vous l'avez senti, et je suis à votre disposition si vous avez des questions. C'est l'heure du repas qui vous rend sage. Ah, voilà, ça se réveille. Allez au micro, s'il vous plaît, au milieu. Ils sont juste derrière vous. Merci pour le... Je vais un petit peu compliquer la situation. Vous est-il arrivé d'avoir des vraies autospongioses associées à des minors, d'une part. Oui. Deuxième question, existe-t-il des... J'aurais lu, ou dans la littérature, des minors du canal semi-circulaire postérieur? Oui, tout à fait. Alors, pour répondre à la première question, est-ce qu'il y a des autospongieuses associées à des minors? Oui. Est-ce que ça arrête l'indication de la chirurgie autospongieuse? Non, pour ma part. Si l'autospongiose provoque une surdité sans réflexe tapédien avec des foyers d'autospongiose au scanner et qu'il y a une surdité de plus de 35%, j'opère le patient. Simplement, je lui dis peut-être qu'après, il y aura un petit peu d'hyperacousie. Car une fois encore, vous pouvez avoir une déhiscence du canal supérieur au scanner, ce qui est le cas de 3 ou 4% d'entre nous, sans avoir de symptômes de minor. Donc on ne peut pas couper la possibilité à un patient d'accéder à une audition améliorée par une chirurgie d'autospongieuse parce qu'on trouve une déhiscence sur le canal supérieur. Alors cette frayeur qu'on a tous eue au départ, je crois qu'on ne l'a plus et on opère les patients. Donc voilà la réponse que je fais. Quant aux déhiscences du canal postérieur, moi j'en ai vu une dans ma carrière, ce sont souvent des déhiscences qui sont par rapport au système veineux, au bulbe jugulaire ou à un diverticule du bulbe, ou alors, dans mon cas, c'était un patient que j'avais opéré d'un diverticule veineux du bulbe jugulaire, et dans les années qui ont suivi, il a créé une déhiscence, mais qui était typique, c'est-à-dire on avait exactement les mêmes symptômes, hein. Sauf que le nystagmus n'était pas le même, c'est tout. Mais autrement, enfin, les mouvements oculaires étaient différents. Mais autrement, étaient dans l'autre sens. Mais autrement, la symptomatologie est la même. C'est plus compliqué à traiter, autant vous le dire. Ça se fait évidemment par voie transmastoïdienne. D'autres questions? Oui, si vous voulez bien rejoindre un micro. S'il vous plaît, pour les cas que vous avez diagnostiqués, le symptôme le plus fréquent, c'était la surdité, une latérale de transmission, ou c'était plutôt en association avec l'hyperacousie et les vertiges? Parce que... Alors,
2 patients sur 3 n'avaient pas de surdité, du tout. C'était des patients essentiellement vertigineux. Et 1 sur 3 avait des vertiges, bien sûr, puisque c'est mon critère chirurgical, et en même temps, une surdité de transmission d'oreille interne. Mais une fois encore, ce n'est pas pour traiter la surdité qu'on opère les patients, même si on peut les améliorer, mais cette amélioration n'est jamais celle attendue par le patient. Et donc, ça doit vraiment être la symptomatologie vestibulaire qui est au centre de notre réflexion et de nos indications. Est-ce qu'il y a une dernière question dans la salle? Oui, allez-y. Comment évoluent les patients qui n'ont pas été opérés? Oui, j'ai bien compris. Effectivement, la surveillance est importante. Alors, il faut savoir qu'on dit aux patients, je vais vous surveiller, je suis à votre disposition, et que le plus souvent, on ne les voit plus. Donc, je peux difficilement vraiment répondre à votre question. Si il y a le patient qui a eu cette déhiscence bilatérale, qui s'est bilatéralisée, qui est rentré dans la maladie 7 ans après, pour son 2e oreille, mais parmi les patients que je surveille, il y en a qui se sont aggravés. Un dont je me souviens bien qui s'est aggravé, que j'ai opéré au bout de 3 ans. Mais certains patients restent remarquablement stables. Et une fois qu'on leur a bien expliqué ce qu'il convenait de faire sur le plan chirurgical, de façon tout à fait objective, c'est vrai que ça les freine un peu quand même. Donc ils sont un peu sur le recul. Et donc, ils comprennent le message et ils attendent d'être suffisamment invalidés. C'est pour ça que le nombre de patients opérés n'est pas élevé et que je n'arrive pas à ce que peuvent publier certains de mes collègues, qui sont clairement plus agressifs et qui opèrent même des patients qui ont uniquement un acouphène pulsatile. Bien. Merci, professeur Darrouzet, pour ce tour d'horizon à la fois pragmatique et raisonnable. Et nous devons libérer la salle. Merci.